Alors après avoir décortiqué la première séquence, que j'ai appelée le prélude, on va entamer l'analyse de la première partie du film. Le film a une architecture en miroir. Il se divise en deux parties presque égales et opposées. D'abord, avant de nous plonger dans le découpage filmique, je vais juste parler des quelques grands axes de cette première partie. Donc d'abord, il y a la bande-son. J'en ai déjà parlé pour le prélude, mais la bande-son est véritablement mise en scène et très importante, au même titre que l'image. Agnès Varda fait grand cas du son dans ses films et dans celui-ci aussi, bien sûr. Donc la bande-son est divisée en plusieurs strates, on va dire, de la même manière que l'image, et il y a aussi des mouvements à l'intérieur du champ sonore qui s'opèrent, exactement comme des travelling ou des panoramiques, on va le voir. Ensuite, central, il y a le thème de la superstition, notamment véhiculé par Angèle, donc très présente dans cette première partie. Et un petit peu associé à ça, il y a la notion de conte de fées ici. Par exemple, dans l'appartement de Cléo, il y a vraiment là plusieurs références à des contes de fées, même dans les dialogues, le langage, etc. Et enfin, on va vraiment décortiquer cette première partie avec un découpage visuel. La bande-son est à la fois complexe et multiple dans l'ensemble du film, et elle est traitée de manière aussi importante que l'image. Elle est composée de plusieurs instruments, pour reprendre un petit peu un vocabulaire musical. Donc il y a une partie des bruits ambiants, donc de la même manière que la rue est toujours omniprésente dans l'image. C'est exactement la même chose pour le son. Puis il y a la musique, intra ou extra-diégétique. Il y a les pensées intimes, on va le voir, qui méritent qu'on s'y attarde un petit peu. Il y a les dialogues, et enfin un passage très particulier d'un journal radiophonique. Donc au niveau des bruits ambiants, la bande-son répond également à l'esthétique de la circulation et de la transparence, comme je le disais. Ensuite, au niveau de la musique, qui est également très importante, puisque Cléo est musicienne, elle reçoit des musiciens pour répéter chez elle, etc. Donc on a une musique extra-diégétique, c'est-à-dire dont l'origine est située hors du champ fictionnel. La BO est signée Michel Legrand, qui joue dans le film. La chanson de Cléo est la bande originale de sa propre vie, en tout cas de sa propre déambulation durant ces 2 heures-là de sa vie. Et on a une musique intradiégétique, c'est-à-dire une musique dont l'origine est perçue à l'intérieur de l'espace fictionnel. Par exemple, la musique en live lors de la répétition dans l'appartement de Cléo, avec notamment un point de mire sur la chanson Sans toi, qui va être un moment central de son évolution. Ensuite, je parlais des pensées intimes. Alors, ce qui est extraordinaire et magique dans le cinéma, et notamment dans Cléo de 5 à 7, c'est qu'il peut rendre perceptible quelque chose qui ne l'est pas normalement, notamment la pensée. On accède aux mots intérieurs non prononcés de Cléo et d'autres personnages, par exemple à travers son reflet dans le miroir. C'est comme si elle se parlait à elle-même et nous entendons ce qu'elle dit. Et il y a ensuite les dialogues, ou j'ai envie de dire les formes dialoguées, car il y en a vraiment plusieurs. Il y a les interactions dialoguées, qui englobent plusieurs intervenants, notamment dans le café. Il y a pas mal de moments comme ça d'intervention extérieure, de formes dialoguées, qui n'ont pas leur importance dans le sens du film, dans la compréhension du film, mais qui font entrer justement cette fameuse vie dans l'espace fictionnel. Bon, il y a évidemment les dialogues entre 2 personnes, la forme plus classique. Il y a les récits. Dans l'espace fictionnel, ce sont des sortes de parenthèses, de mise en abîme de petites histoires dans l'histoire de Cléo. Donc ce sont bien des éléments non narratifs au niveau de la narration principale, bien que on a vu dans les films de la Nouvelle Vague, c'est un petit peu aussi une rupture avec une forme narrative. Et là, Cléo de 5 à 7 ne fait pas exception à la règle, c'est-à-dire que la narration n'est pas ce qui compte le plus. Donc, ces petites histoires à l'intérieur de l'histoire, ce sont des formes, des petites parenthèses, des mondes à l'intérieur du monde, véritablement, qui ne servent pas à la compréhension, mais qui servent une ambiance, un rythme. Et enfin, il y a, comme je le disais, la radio,
Et c'est très intéressant là parce qu'on a un vrai journal radiophonique, le journal du jour même, puisque comme on l'a vu, le jour de tournage est le même jour où se déroule la fiction. On va un petit peu décortiquer tout ça, mais il y a donc les voix radiophoniques. Le thème de la superstition rythme complètement cette première partie, et je dirais même oriente les choix et ce qui se produit dans cette première partie. Par exemple, ne rien porter de neuf le mardi, le choix du numéro de taxi en fonction du numéro qui porte malheur ou pas, ne pas mettre le chapeau sur le lit, la main de Fatma, bon, même si ça c'est autre chose, mais contre le mauvais œil qui est accroché à un moment donné qu'on voit dans l'appartement de Cléo. Il y a le mot cafard qu'on ne prononce pas dans une chanson, enfin autant d'éléments qui sécurisent et qui jalonnent complètement, qui balisent la vie quotidienne de Cléo, véritablement. L'aspect de conte de fées relie un petit peu tous ces éléments, à savoir ces éléments de croyance et les éléments aussi de récit. Le personnage même de Cléo, on a vu dans le prélude, était associé par exemple à l'impératrice, puis à Vénus Astarté. Donc elle est une figure. Elle est une figure qui apparaît sur des cartes de tarot, donc une sorte d'archétype presque mythologique. Ensuite, il y a le thème du miroir, bien sûr. Les miroirs qui sont présents dans les contes de fées. Par exemple, Blanche-Neige, hein, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. On est complètement là-dedans dans la première partie, puisque Cléo se plaît à regarder son reflet et à être au centre des regards dans cette partie. Et donc, c'est une manière de questionner le miroir. En plus, elle est très attachée à son aspect physique et à son apparence. Donc, le miroir renvoie obligatoirement un signe de vie et de bonne santé, puisque c'est même dans les dialogues, la bonne santé est liée à la beauté apparente. Dans cette partie, ce sont deux notions très liées, et en même temps des choses plus obscures, puisque les miroirs retiennent les âmes prisonnières et créent des obsessions. On le voit bien là aussi. C'est la méchante sorcière qui demande qui est la plus belle dans le miroir. Donc il y a comme ça, dans le miroir, un double effet narcissique. Donc là, ça rejoint complètement justement le thème de Narcisse, qui tombe amoureux de son propre reflet. Donc déjà, rien que là, par rapport à l'apparence de Cléo et à la figure du miroir, on entre complètement dans un espace mythologique et un petit peu de conte de fées. Et puis aussi dans le décor, et surtout dans l'appartement de Cléo, là, ça prend toute sa mesure. L'aspect conte de fées est complètement déployé avec des éléments très concrets, comme par exemple le lit baldaquin, les petits rideaux. C'est un côté très théâtral. On entre dans un monde de contes de fées à l'intérieur de l'espace fictionnel. C'est comme ça, plein de mises en abîme dans cette première partie. Et puis il y a l'arrivée du prince charmant, qui est José, qui annonce comme ça une sorte de féerie, qui est véritablement illusoire en fait, on va le voir, hein. Mais voilà, tout ça participe à cet espace conte à l'intérieur du film. Et enfin, même dans son identité, Cléo, puisque ce n'est pas son vrai prénom, on le verra dans la deuxième partie, où elle révélera à Antoine sa vraie identité, Cléo vient de Cléopâtre. Donc elle est elle-même le personnage de son propre conte de fées, dans son apparence, jusqu'à son nom et son identité. Après tout ça, on va détailler un petit peu tous ces axes en se plongeant dans le découpage visuel du film. Alors, au chapitre 1, on a la descente des escaliers, la traversée de la rue et l'arrivée dans le bar. Alors, entre la rue, le monde extérieur et le cabinet de la cartomancienne, il y a une étape fondamentale, c'est la descente des escaliers et la cage d'escalier avant d'accéder à la rue. Comme un sas, un entre-deux entre un monde et l'autre, mais qui forme lui aussi un monde à part. Elle sort déjà de la pièce, elle arrive dans un espace confiné où d'autres gens attendent, comme si elle n'était qu'un rouage d'un engrenage plus grand qui donne un petit peu un vertige. En plus, tout le monde la regarde, c'est vraiment un espace très restreint. Les murs dans les escaliers sont noircis, un petit peu insalubres. Les grandes fenêtres laissent entrer l'extérieur dans ce couloir étroit, mais sans donner vraiment accès à ce monde-là. Et enfin, la forme des escaliers en spirale
donne une impression d'infini, comme une descente aux enfers, comme ça, accentuée par le jump cut, qui accentue cette impression complètement subjective, encore une fois, puisque c'est l'état intérieur de Cléo, là, qui donne lieu à cette figure de style esthétique. Donc ce jump cut accentue cette sensation de descente, de répétition et d'escalier interminable comme ça. Il y a une musique extra-diégétique, pour le coup, plutôt mélancolique, qui accompagne cette scène. Et à la fin de cette chute, on peut appeler ça comme ça, tout en bas, avant encore d'accéder à la rue, donc quelque part à l'air libre, au mélange avec le monde, avec la rue, etc., il se passe encore quelque chose de très important, puisqu'elle s'arrête dans la cage d'escalier où il y a un miroir. Un miroir qui donne lieu à la figure la plus ancrée du thème de l'enfermement du miroir, c'est-à-dire la mise en abîme. Cléo est reproduite à l'infini par un jeu de miroir, du plus grand au plus petit. Voilà. C'est une image qui fait justement ressortir complètement cette impression d'enfermement et de retour sur soi. C'est-à-dire que il y a le miroir devant, il y a le miroir derrière, et Cléo se décline à l'infini, enfermée complètement dans son image. Et c'est là qu'on a accès à ses pensées intérieures, parce qu'au moment où elle se regarde avant de sortir dans la rue, elle se parle et nous entendons ce qu'elle se dit. Elle se dit que tant qu'elle est belle, ça veut dire qu'elle est en bonne santé ou en tout cas qu'elle est en vie. Donc sa sensation d'exister, en fait, là on se rend compte, dépend de ce qu'elle voit d'elle dans le miroir. Elle n'a pas obtenu de distance par rapport à son image. Donc ensuite, on a la traversée de la rue, où Cléo reste bien au centre du champ visuel, hein, et tout le monde a les yeux rivés sur elle. Il y a l'arrivée dans le bar, suite à cette traversée de la rue, et notre rencontre, nous, avec Angèle. Toute la première partie de la scène du bar est filmée à travers le miroir, lieu de toutes les transparences et de toutes les circulations, en tout cas le lieu représentatif de cette charte esthétique. Elle arrive dans le bar, la musique s'arrête. On perçoit donc tous les bruits alentours. Et de nombreux miroirs sont accrochés à l'intérieur du bar. On a au premier plan Cléo qui sanglote, penchée sur son propre reflet, encore une fois. C'est donc la troisième fois depuis le début du film. Et c'est un reflet fracturé, coupé en deux par les jointures du miroir. Ce ne sera pas la seule fois qui se produira comme ça une fragmentation de son reflet, qui représente en fait, bien évidemment, un état intérieur, hein, un état troublé, un état de fracture intérieure, de rupture intérieure. Donc là, elle se penche vraiment entre les jointures de deux miroirs, ce qui provoque un visage déchiré, et justement qui rejoint les propos de Cléo, qui a peur que la maladie atteigne son apparence, atteigne les traits de son visage. Et bien là, c'est son état intérieur, finalement, qui fait que nous, on perçoit ça. Donc ce plan resserré sur Cléo qui se penche sur son propre reflet fracturé dans le miroir accentue également, bien sûr, une impression de solitude. La solitude dans le monde, au milieu de gens, hein, de Cléo, qui est seule face à son destin là, qui commence à expérimenter le fait qu'elle est seule face à son destin. Chapitre 2, on a le bar, la rue et la chapellerie. Très vite, Angèle se parle intérieurement et on l'entend également. Donc, deuxième personnage dont on entend les pensées. Cette fois-ci sans miroir. Angèle n'a pas besoin du miroir pour qu'on accède à ses pensées, contrairement à Cléo. Un zoom avant sur le visage d'Angèle permet justement l'intimité nécessaire pour qu'on puisse entendre ses pensées. Donc, la circulation qui s'opère dans le film est valable ici dans le son. Un son qui permet également la circulation entre l'intérieur et l'extérieur. Pas seulement l'intérieur et l'extérieur du bar, là, mais aussi l'intérieur et l'extérieur de l'esprit, de la personne. Donc, entre les pensées non prononcées et les mots perceptibles, il y a comme ça une circulation et une abolition des frontières, quelque part. Au second plan, la vie du bar se reflète, donc comme je le disais, dans le miroir avec une grande profondeur de champ, c'est-à-dire que tout l'espace du bar est d'abord vu à travers le miroir, donc une illusion. C'est une sorte de perte de repère
qui correspond encore une fois à l'état de vertige dans lequel se trouve Cléo à ce moment-là, dès qu'elle sort du cabinet de la cartomancienne, avec, il ne faut pas oublier, ce qu'on sait, nous, de la sentence, ce que nous a annoncé à nous, la cartomancienne, à travers cet homme qui se trouvait dans la pièce d'à côté. Donc nous, on sait qu'elle va mourir, elle ne le sait pas, mais elle est prise dans cette forme de vertige et de piège des apparences. Donc ce bar que l'on découvre à travers un miroir est le reflet de ça. Par la grande baie vitrée, la rue est également omniprésente, comme je le disais, l'extérieur s'invide à l'intérieur et l'intérieur s'épanche à l'extérieur. C'est vraiment cette double action qui s'opère dans toute la première partie. Et le plan est centré sur les deux femmes. Et pourtant, nous y voyons une grande partie de la salle du bar et un mouvement continu. Cette simultanéité des actions crée cette forme de transparence qui renforce l'idée de destin, de rencontre, de croisement. C'est-à-dire qu'il peut se produire quelque chose dans la rue au moment où le plan est resserré sur les deux femmes, auquel on va assister. Et ce n'est pas préparé, puisque ce qui se passe dans la rue, Agnès Varda ne le contrôle pas. Elle choisit de le montrer à l'image par la baie vitrée, mais il peut tout se passer. Donc il y a comme ça une possibilité de croiser des destins, de croiser des actions, de laisser le champ ouvert au possible. C'est un petit peu laisser libre cours aux figurants de la vie, de ne jamais oublier que la vie continue ailleurs et même juste à côté. Pourtant, on a un isolement par l'encadrement géométrique. À un moment donné, Angèle raconte une histoire, son histoire, l'histoire d'un homme qui tombe malade, etc. Et sa voix se mêle au bruit du bar. Et Cléo, dans le coin gauche du cadrage, est isolée dans le plan par l'encadrement d'un miroir. Donc là, le miroir nous donne accès à ce qui se passe réellement dans sa tête. Et le mixage sonore suit l'attention de Cléo, suit la perception subjective de Cléo. Son chemin intérieur l'a fait quitter la conversation d'Angèle, l'histoire que raconte Angèle, qui est une forme narrative, la petite histoire dans l'histoire dont je parlais tout à l'heure, et elle vient faire un mouvement pour venir se poser, s'intéresser au dialogue à la table à côté entre un homme et une femme. C'est une rupture, la rupture d'un couple, qui fait toujours écho à quelque chose. En l'occurrence, ça fait écho aux cartes qui disent que le couple va à sa perte, le couple que forme Cléo avec José à ce moment-là. Donc elle vient quitter, et nous avec elle, la discussion d'Angèle pour venir zoomer quelque part sur ce qui se dit à la table à côté. Et donc le son se divise en plusieurs pistes, chacune existante et présente à la perception, à notre perception. C'est-à-dire que, de la même manière que pour ce qui se passe dans l'image, on a le choix. Chacun a le choix de ce qu'il veut entendre ou de ce qu'il veut voir. C'est-à-dire que, évidemment, le premier plan nous donne à voir quelque chose de central, mais dans un arrière-plan, il y a des gens qui passent dans la rue, des voitures, etc. Et bien, dans le son, on est embarqué avec Cléo dans son mouvement et dans la discussion de la table d'à côté, mais on peut toujours choisir d'entendre l'histoire d'Angèle. C'est-à-dire que l'histoire d'Angèle reste à tout moment, du début à la fin, complètement audible. Et c'est pas pour rien. Parce que son histoire ne raconte pas n'importe quelle histoire. L'histoire d'Angèle, voilà, c'est en fait l'histoire d'un homme qui est malade, qui passe pour perdu, donc écho direct à l'histoire de Cléo, et lui décide de vivre malgré tout, et il part en voyage, il fait le tour du monde, et lorsqu'il revient, sa femme meurt d'un accident, et lui toujours en vie. Donc ça nous dit quelque chose, là même d'ordre philosophique, sur ce qui se passe pour Cléo. Cette histoire, cette petite histoire qui semble anodine, et qui n'est même pas écoutée par Cléo, nous dit quelque chose de très profond sur la réponse finalement qu'apporte Agnès Varda à la question « Que faire de sa vie lorsqu'on sait qu'on va mourir ?» Et c'est exactement la réponse que le film va lui donner, c'est-à-dire vivre. Que faire de sa vie lorsqu'on sait qu'on va mourir? Vivre. C'est la réponse, en tout cas c'est la réponse qu'apporte Agnès Varda, et on en a un petit aperçu là à travers cette histoire. On en a un indice et cette scène mérite qu'on la regarde. Le docteur dit, il est condamné.
Sa femme prend un air de veuve. Lui, il se fâche, se lève du lit, tout fiévreux, demande du café et sa besace. Il veut s'en aller. Il fait le tour de sa chambre et dit... La chambre, tu la loues ou quoi? J'ai un peu sommeil, mais demain je partirai. Tu es tout de même chez toi, oui ou non? La famille est affolée. Tu comprends pas. On en va chercher les pourtant parents, simple. les oncles, les J'en ai cousins. assez de partir de chez toi à 2 h du matin. Il en profite pour les saluer. Moi, je suis avant son crevé le départ. lendemain, j'ai sommeil, je suis mort. Il ne veut absolument pas entendre raison. Je veux dormir avec toi ou rien. Vous m'écoutez? Alors, à la sortie du bar, rue de Rivoli, on va suivre les deux personnages, Angèle et Cléo, vers ce quartier commerçant et qui va nous mener jusqu'à la Chapellerie. Pareil, au niveau du cadrage, c'est une scène qui est extrêmement intéressante. Déjà dans la rue, au moment où elles sortent, si on prête attention aux enseignes, on peut s'apercevoir que les noms des enseignes font écho à l'état intérieur de Cléo. Par exemple, on a Rivoli Deuil. Dans toute la durée du film, les éléments extérieurs répondent à l'état intérieur de Cléo. Et les deux femmes s'arrêtent devant la boutique de chapeaux, où là, ce sera le lieu de la Cléo narcissique. Elle s'admire avec une grande joie et un grand plaisir à travers les miroirs, essayant des chapeaux. Elle est la star de sa propre vie. Et cette séquence le montre bien. Devant la vitrine, on a une succession de plans du visage des deux femmes et des chapeaux, donc l'objet regardé, les sujets regardantes, qui crée justement une tension entre le regardant et le regardé, et donc un lien où on perçoit cette envie qui va les pousser à rentrer dans cette boutique. Donc l'intérieur est un enchantement pour Cléo, elle essaye plusieurs chapeaux, et on a justement tout un vocabulaire lié à la sorcellerie, enchantement, charme, tous ces mots qui ne sont pas anodins et qui correspondent encore une fois à l'état intérieur de Cléo. La rue est toujours présente, d'abord par le son et en contre-champ de Cléo, et le plan devient un assemblage géométrique de plusieurs mondes à plusieurs échelles. Géométrique pourquoi? Parce qu'il est formé de figures géométriques, de carrés et de rectangles. On a les deux miroirs carrés au premier plan et les compartiments rectangulaires de rangement en arrière-plan. Donc vraiment, c'est un cadrage composé très géométriquement. L'espace de la boutique est véritablement un espace très fragmenté et qui ne dévoile pas sa globalité. Ça participe au côté enchanteur de l'espace d'ailleurs, puisqu'on n'a pas la réalité, la globalité de cet espace, mais bien un effet géométrique, magique, qui fait entrer plusieurs mondes à l'intérieur du cadre et qui est lié vraiment à la subjectivité de Cléo et à la magie qui s'opère dans cet espace. Au chapitre 3, on a donc ce qui se passe à l'intérieur de la chapellerie et le voyage en taxi. On a un retour au moment où Cléo essaye un chapeau, aux pensées dans le miroir. Et là, elle exulte. Son bonheur est total de se voir, de se trouver belle en essayant des chapeaux. Elle emprunte même des mimiques et des postures non naturelles, comme je le disais, comme si elle était une star de music-hall. Et le monde extérieur se reflète et s'invite toujours à l'intérieur, tantôt par la baie vitrée et tantôt par les miroirs. On voit à la fois donc dedans et dehors, et par le son, l'intérieur de Cléo, l'intérieur de la chapellerie et l'extérieur du magasin. Toujours avec cette forme de simultanéité du champ des possibles. À la fin de ces emplettes, comme tout à l'heure pour le bar, on a la transaction monétaire qui n'est pas ellipsée, qui est visible, et comme je le disais pour le prélude, c'est une des caractéristiques aussi du cinéma de la nouvelle vague, que de montrer ce qui n'est pas montré, ce qui est considéré comme vain et inutile dans un cinéma plus narratif et plus classique. Le voyage en taxi est un véritable voyage dans la mesure où c'est une traversée, là aussi, des apparences à travers comme ça plusieurs quartiers de la ville. C'est une traversée à la fois dans l'espace et dans le temps. Les rues de Paris défilent comme un paysage intérieur, évidemment, le paysage intérieur de Cléo, et une véritable traversée des apparences pour reprendre le titre du fameux roman de Virginia Woolf. Et donc on quitte les quartiers commerçants, et en quittant les quartiers commerçants, on quitte aussi un endroit balisé, un endroit enchanteur pour Cléo, où elle se sent parfaitement à l'aise dans ce monde des apparences, pour
pour un espace beaucoup plus incertain et beaucoup plus obscur et semé d'embûches pour elle. Donc c'est un véritable séjour mobile, une sorte de mini road movie dans certains quartiers de Paris. Déjà, le taxi est choisi pour son numéro par rapport à la superstition. Et dans le mouvement et le déplacement, la transparence joue encore et permet encore d'autres formes et d'autres liens au monde. Alors, il y a une interpellation de jeune homme dans la voiture d'à côté qui déjà crée une faille dans la sécurité, l'espace sécurisé que représente le taxi. Ce n'est pas anodin parce que on va voir que Cléo revendique plus tard dans la seconde partie avec Dorothée de toujours se déplacer en taxi parce qu'elle ne se mêle pas au monde extérieur. C'est ce qui va évoluer dans son existence. Mais pour l'instant, le taxi représente vraiment encore un intérieur coupé du reste du monde. Une faille créée par justement l'interpellation des jeunes hommes dans la voiture d'à côté, puisque ils vont se mettre au même niveau et par la vitre ouverte, il va y avoir comme ça un lien, une interaction, une interpellation de ces jeunes hommes. Donc c'est quand même le monde extérieur qui fait irruption dans cet espace sécurisé. Il y a une première musique, la première musique intradiégétique du film, puisque la femme chauffeur de taxi enclenche la radio et on entend une chanson de Cléo. Donc encore une fois, c'est pas un hasard, la chanson de Cléo intervient comme une bande originale de sa propre vie et fait écho en elle à quelque chose. Comme si le monde était tourné vers elle. Elle est au centre du champ visuel, mais aussi apparemment du champ sonore. Et il y a là un nouveau phénomène, un phénomène esthétique. La matière filmique se transforme encore, parce qu'on a des irruptions, véritablement, de gros plans, de pure expression de malaise. Ces masques d'art primitif vus dans les vitrines où le taxi ralentit, viennent s'interposer et viennent véritablement hanter la perception. Cet aspect tribal, primal de ces visages de bois marque une rupture ancestrale presque psychanalytique entre une réalité de surface et des profondeurs tourmentées. C'est-à-dire que Cléo ne fait pas seulement que voir ces masques, mais ils viennent véritablement en gros plan nous interpeller, nous, spectateurs, et hanter la matière filmique. Donc assez puissamment pour que tout soit marqué par cette rupture. Encore une fois, une rupture d'échelle, une rupture de figure et une rupture de continuité réaliste. On peut dire ça comme ça. Donc ça crée comme ça un effet de malaise, une faille dans le réel, ces masques qui interviennent de cette manière-là et qui sont la figure de la peur et de la menace. Et ces figures de la peur rejoignent également la forme dialoguée qui se noue entre la femme chauffeur de taxi, d'ailleurs c'est pas un hasard si c'est une femme, hein, et les deux femmes derrière, Angèle et Cléo, puisque Cléo demande si la femme chauffeur n'a jamais peur. Cette femme raconte justement une agression pendant la nuit, etc. Il y a un jump cut, un nouveau jump cut du plan de Cléo à la vitre au moment où la voiture ralentit devant ses masques, qui accentue cette impression de malaise palpable. C'est-à-dire que son état intérieur prend le pas à ce moment-là sur une continuité narrative. Ensuite, il y a les cris, les attaques ludiques des étudiants des Beaux-Arts lorsqu'elle passe dans le quartier des Beaux-Arts, qui constitue pour Cléo vraiment une agression sonore, une agression parce que cet objet sécurisé de la voiture, du taxi, est mis en danger là quelque part. Et il y a l'atteinte visuelle par les masques qui viennent s'interposer. Et par-dessus, au niveau sonore, il y a le récit de l'agression de la femme chauffeur de taxi. Donc c'est une traversée des apparences qui est jonchée de fantômes, jonchée de menaces, de monstres même, puisque les masques ont vraiment des figures là de la peur, et de danger. On traverse ici véritablement une zone de turbulence dans ce quotidien très ritualisé et très linéaire de Cléo. Au chapitre 4, on a la fin de ce trajet, de cette traversée des apparences, et ce fameux journal radiophonique.
Et justement, comme je le disais, ce trajet est conduit par une femme, et c'est l'occasion, quand même, pour Agnès Varda, d'une petite parenthèse féministe sans en avoir l'air. C'est-à-dire que Agnès Varda a des engagements féministes, comme on l'a vu dans la première partie, mais elle ne fait jamais de revendications féministes à l'intérieur de ses films. Mais là, elle se sert de cette femme chauffeur de taxi pour rendre une sorte d'hommage aux femmes audacieuses, aux femmes qui se confrontent aux dangers de la vie et qui font aussi des métiers d'hommes, comme cette femme chauffeur de taxi. Mais elle raconte aussi toute une parenthèse sur les femmes parachutistes. Et cette parenthèse rejoint justement les formes de récits à l'intérieur de l'histoire dont je parlais tout à l'heure. Ce sont des petites parenthèses très significatives finalement, qui sont des petits mondes à l'intérieur du monde. Elle marque l'opposition entre la coquetterie et l'infantilisation de Cléo, qui évolue dans un univers très sécurisé, et d'autres figures de femmes. Le journal, donc le vrai journal de 17h20, à l'intérieur du taxi, est donc le vrai journal de ce jour-là, le 21 juin 1962. Le temps, donc, ce temps fictionnel et à la fois réel revient au devant de la scène. Et c'est presque là un moment de documentaire, d'archives. Hein. Donc là, comme ça, Agnès Varda joue avec les différentes matières filmiques. Hein. On voit comment elle joue entre la réalité, la transparence au niveau d'une charte éthique de réalité, et à la fois toute une mise en place esthétique très puissante. Donc c'est un document d'archives, ce journal. Hein. Et à l'ordre du jour, le 21 juin 62, à la radio, on a le putsch d'Alger, l'agitation des manifestations du monde paysan pour la libération des Bretons, la guerre froide avec la bataille entre les États-Unis et l'URSS, le Tour de France, des faits divers, la fermeture du musée de Fontainebleau, la santé fragile d'Édith Piaf et une page de sport. La fin du journal, 17h22, en temps réel, et la fin du voyage en taxi. Il y a encore une fois le rituel de la transaction financière, 4 francs, et d'autres références aussi au niveau visuel. Lorsqu'elle sort du taxi, par exemple, il y a des publicités, des affiches de films, notamment on remarque l'affiche de Un chien andalou, donc référence à Louis Buñuel, cinéma surréaliste. Je reviens 2 petites secondes sur Édith Piaf. Donc dans le journal, on a La santé fragile d'Édith Piaf. Il va y avoir en tout dans le film 3 références à la chanteuse, donc un moyen aussi de lui rendre hommage hein, pour Agnès Varda, c'est ce qu'on peut imaginer. Et c'est voilà la première référence à Édith Piaf, qui est une référence pour le coup réelle. L'arrivée à l'appartement de Cléo, donc ça encore c'est une séquence très parlante. L'appartement de Cléo est spacieux, clair, coquet. On repense à l'intérieur de la carte de la figure de l'impératrice dans le jeu de tarot. Cet appartement de conte de fées avec baldaquin, rideaux, petits meubles, etc. On retrouve ça dans l'appartement de Cléo. Hein, et c'est à l'image de sa vie jusque-là, en tout cas, avant la rupture qui va avoir lieu durant ces 2 heures de la vie de Cléo. Ces 2 heures, on va dire, qui changent véritablement le cours de sa vie. Donc il y a plusieurs miroirs hein, pour que la princesse de conte de fées puisse s'admirer, des horloges pour la présence du temps, des fenêtres grandes pour l'ouverture vers le dehors et cette lumière, puisque l'appartement est véritablement baigné de lumière. Hein. La main de Fatma, je disais, pour la superstition, une balançoire pour l'enfant qu'elle est encore et la femme infantilisée qu'elle est, un chapelet, encore une fois, pour cette forme de croyance superstitieuse, voilà. On a des ailes d'ange aussi. Par la correspondance des plans, Cléo endosse ses ailes d'ange. À un moment donné, elle est assise, et elle est assise à l'endroit exact où on a l'impression, dans le plan, qu'elle endosse véritablement des ailes d'ange. Bon, c'est pas un hasard. L'ange est un être asexué, et elle, en tout cas dans son rapport avec José, est totalement dans un rapport asexué d'enfant, presque, avec son papa. Presque. Elle est très infantilisée par Angèle et par José. On a aussi des chatons, comme je disais tout à l'heure. Agnès Varda adore les chats. Et là, ils représentent véritablement tout ce qui est mignon, l'innocence, etc. Donc la vie de Cléo dans son appartement
est très sécurisé et très ritualisé. Tout est très cadré et tout a l'air de se passer de la même manière quotidiennement. Dès leur rentrée dans l'appartement, il y a comme ça une succession de gestes et d'éléments qui coulent de source et on perçoit vraiment les rituels quotidiens. À un moment donné, on revient quand même sur les mains aussi, puisqu'on a un gros plan sur les mains d'Angèle coiffant Cléo et les mains de Cléo caressant le chaton. Une mise en abîme quelque part révélatrice de Cléo qui caresse le chaton et Cléo qui est presque le chaton d'Angèle, qui la coiffe un peu de la même manière. Ça fait partie de l'infantilisation de Cléo. Au chapitre 5, il y a l'arrivée de José. Donc, José est l'amant absent de Cléo et protecteur, presque paternel, pour cette jeune femme enfant. Son arrivée est ritualisée lui aussi comme dans un conte de fées, puisqu'il y a la musique. Déjà, Cléo est allongée de manière langoureuse sur son lit baldaquin avec son peignoir blanc à froufrou. Dans le blanc, on a aussi cette impression de virginité. Il y a ce bois sculpté du lit qui fait penser aussi à un art presque elfique. La musique enchantée, féerique, extra-diégétique, un petit peu au violon. Un dernier regard dans le miroir de Cléo et l'arrivée de José qui participe complètement à l'égocentrisme de la jeune femme. Sa maladie n'est pas prise au sérieux. La beauté est sacrée, il y a l'idée que justement si elle est belle, elle est en bonne santé, cette idée revient avec lui. Et ensuite on a un doux balancement, comme ça, des mouvements rythmés par la balançoire et le tic-tac de l'horloge, plus Angèle sur son rocking chair. Donc il y a comme ça une douceur des mouvements et une douceur des rythmes dans l'appartement de Cléo. Mais la maladie instaure un doute, une brèche dans cet univers idyllique et on peut dire surprotégé. On perçoit bien là qu'on assiste au dernier rituel avant l'explosion. Et justement, l'occasion de l'explosion, c'est l'arrivée des musiciens, on peut dire des saltimbanques au chapitre 6. Donc au départ, c'est une explosion de joie. L'arrivée des musiciens, donc Bob, joué par Michel Legrand, et Maurice, dit Plumitif, est vraiment un des moments les plus légers du film. Bob est un véritable farceur bienveillant, en tout cas au départ, et amène de la joie à la scène, tellement que la caméra elle-même danse sur les notes de piano de Bob durant la répétition. Par exemple, sur l'air de Je t'ai menti, tout se balance, tout danse. Angèle est sur la balançoire, Cléo, par ses mouvements de tête, danse, et la caméra de droite à gauche, en mouvement, suit le rythme. On est véritablement embarqué dans cette scène par la danse, avec les personnages, par la musique, par cette légèreté. C'est aussi un moyen de circulation et d'ouverture des portes, d'ouverture de cet espace. Le piano et les verres d'apéritif ornés de dessins de petites dames dénudées prennent toute la place à un moment donné dans le plan. Plumitif est véritablement noyé dans les verres et Bob ne dépasse qu'à moitié de son instrument. On ne voit que ses yeux. Au chapitre 7, on a la rupture. Alors, si la joie a envahi la première partie de cette scène, l'arrivée des musiciens, la tristesse va lui succéder cruellement jusqu'à la rupture radicale et définitive du quotidien de Cléo. C'est la chanson Sans toi. Alors, la chanson Sans toi est entièrement interprétée par Cléo et Bob au piano. Et c'est une chanson d'une tristesse redoutable qui fait écho à l'état intérieur de Cléo, bien évidemment. Alors, on a un pur moment d'interprétation là, puisque Cléo débute son interprétation, puis le chant se resserre sur elle. Elle est isolée dans l'image sur fond noir durant toute son interprétation. Donc, plus rien n'existe du contexte, plus rien n'existe de cet intérieur très sécurisé. Elle est véritablement submergée par son interprétation et par la chanson. Et elle va au bout de son mécanisme à travers les mots, les paroles de cette chanson. Tout ce qui tenait encore sa vie à un fil craque et elle va jusqu'à la rupture. Elle pleure. Dans la chanson, il est aussi question de mort, de la mort de la jeunesse, la mort de la beauté, la mort de l'innocence. Donc c'est tout ce qu'elle vit intérieurement. Et à la fin de la chanson, rien ne sera plus jamais comme avant.
le rythme du tic-tac et du balancement est complètement rompu. Et à la fin de la chanson, un travelling arrière nous ramène de manière brutale, presque, dans cette pièce, dans le contexte, dans cet appartement. Cléo explose de tristesse et de colère. On a un retour de la superstition, mais qui ne tient plus. D'ailleurs, Cléo dit « Tout le monde me gâte, personne ne m'aime ». Elle est rompt avec la femme enfant, là. Elle a besoin de plus de profondeur. Et il nous reste quoi? Un vestige de conte de fées. Un plan montre le champ déserté, seules les fenêtres qui font face comme un appel du dehors, hein. Et on a enfin la métamorphose. Donc après la rupture, la métamorphose. Cléo disparaît derrière le rideau noir pour se changer, donc un geste très théâtral, hein, carrément là avec les rideaux. Seule la coiffeuse trône au milieu du plan de cette pièce vide comme un vestige d'une vie passée. Et donc par ce geste très théâtral de fermeture de rideau, on a la transition entre deux scènes, mais aussi entre deux mondes et aussi entre deux Cléo. On va avoir l'ancienne et la nouvelle Cléo. Elle se dérobe à notre vue, d'ailleurs, pour réapparaître transformée, métamorphosée, véritablement. C'est exactement ce qui se produit dans cette scène, hein, qui est centrale. Cléo troque son peignoir blanc à froufrou pour une robe noire. Donc Cléo blanche enfant et Cléo plus profonde et en proie à des questions existentielles beaucoup plus obscures, noires. Donc elle était blanche sur fond noir et elle réapparaît noire sur fond blanc. Cadrée près d'une photo d'Édith Piaf, donc cette fois-ci référence visuelle à Édith Piaf, qui est cadrée seule avec Cléo dans le chant. Donc là, on a vraiment une référence très forte à la chanteuse. Et ces deux femmes sont liées aussi par un destin, par des problèmes de santé. Donc là, il y a vraiment un lien fait par Agnès Varda entre les deux chanteuses. Cléo, derrière ce rideau, se change extérieurement et intérieurement. Et on assiste à la naissance symbolique de la deuxième Cléo et de la deuxième partie du film. Elle est passée donc de la femme enfant, princesse de conte de fées, à un personnage, à une héroïne de tragédie grecque, face à son destin, véritablement. Bon, la métamorphose n'est pas encore terminée. Il manque un élément, et pas des moindres, hein. Elle retourne vers la coiffeuse, se regarder, on pourrait dire, une dernière fois. Et cette fois-ci, elle ne cherche pas à paraître, mais elle retire sa perruque d'un geste de la main, très très violent, puisque l'image qu'on avait d'elle depuis le début du film, avec cette coiffure, était en fait une image illusoire, et là on s'en rend compte, c'était une perruque, c'est aussi fort que si elle avait mis un masque. Et là, elle décide d'arracher sa perruque, d'enlever le masque. Et pour apparaître cette fois-ci, beaucoup moins belle peut-être, mais beaucoup plus profonde, beaucoup plus femme. En retirant sa perruque, elle retire le masque des apparences. Et la phrase qui accompagne ce geste très violent est « si je pouvais m'arracher la tête avec ». Donc c'est vraiment là une remise en question très profonde de tout son être, comme l'avait dit la cartomancienne avec la carte de la mort. Donc il y a une rupture avec tout, avec son quotidien, avec les rituels, avec la superstition. À partir de ce moment, Cléo rompt avec toutes les habitudes de sa vie et toutes les croyances. Déjà, elle sort seule, ça semble être la première fois. Elle enfile son chapeau en dépit du jour de la semaine. L'abandon de la superstition à ce niveau-là est une acceptation d'aller vers l'inconnu, une acceptation de se confronter au monde, éventuellement au malheur. Donc elle ne veut plus se prémunir du malheur. Tant pis, elle décide d'y aller. C'est une crise existentielle qui va lui permettre d'accéder, on va le voir, à son être profond, hein. Et elle met son individualité au centre non plus des regards, mais de sa propre vie, de son propre destin. C'est-à-dire qu'elle n'est plus l'impératrice qui sort à la fin du premier tirage de tarot, mais elle devient Vénus Astarté, qui sort au début du second tirage. On repense bien sûr à la parole de l'oracle, hein. Et là, à partir de là, elle commence à percevoir le monde. Elle n'est plus Narcisse. Évidemment, on repense encore une fois ici à la carte de la mort, hein, qui est un bouleversement de tout votre être. Donc, lever des rideaux sur un nouveau monde, forcément, puisque c'est une nouvelle Cléo.
qui est né. Le thème de la chanson Sans toi est repris, donc justement là, au niveau de la musique, de la bande-son, la chanson Sans toi va devenir un leitmotiv, comme un rappel d'une forme de mélancolie existentielle qui a provoqué cette rupture-là chez Cléo. La rue, au moment où elle sort, n'est absolument plus la même que la rue où elle déambulait dans la première partie. Elle est beaucoup plus obscure et elle semble porter les stigmates de sa faille intérieure. Les rues sont assez désertes, les murs sont assez obscurs, les enseignes des magasins font encore écho à cette obsession de la bonne santé. Il y a des figures étranges qui apparaissent dans ce nouveau monde et qui vont venir hanter Cléo par des gros plans encore. Là, on assiste à ce que Freud avait appelé l'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire que cette rue en bas de chez elle, qu'elle connaît et qu'elle a sûrement sillonnée auparavant, devient autre chose. Le familier devient étranger parce qu'elle a accédé à une nouvelle strate de son être. Ce monde étranger est donc hanté par des figures étranges, notamment la valeur de grenouille, le transperceur de biceps, etc. Et on a un retour aux pensées dans le miroir, mais cette fois-ci complètement différent. Déjà, c'est pas le même miroir. Pas le même miroir et pas les mêmes pensées. Ce miroir est un miroir magique. Le miroir magique, c'est une légende apparue en Chine au 5e siècle. Et c'est un miroir incrusté de dessins ou de caractères d'écriture, ce qui est le cas ici. Il est incrusté de caractères d'écriture chinoise en plus. C'est un miroir qui pouvait, selon la lumière, devenir transparent et révéler ce qui se trouvait au dos. Donc là, ce miroir révèle autre chose que ce que révélaient les miroirs dans la première partie. Il révèle une strate beaucoup plus profonde de Cléo. Et les pensées qu'elle va se dire, auxquelles on va accéder à travers ce miroir, sont des pensées complètement à l'opposé de ce qu'elle se disait dans la première partie. Elle dit « Depuis 2 jours, tout le monde me regarde et moi, je ne regarde personne d'autre que moi, c'est lassant. » Donc, on a là véritablement presque des mots sur cette rupture, des mots intérieurs qui marquent cette rupture, ce nouveau monde qui s'ouvre à elle. Elle cesse donc d'être la petite princesse qu'on coiffe, qu'on habille, qu'on déshabille, qu'on sort. Elle ne l'est plus, elle ne sait plus qui elle est, mais elle s'ouvre à ce nouveau monde. En conclusion, on peut ici ajouter au mythe de Narcisse le mythe vraiment de Pinocchio, qui cesse d'être une marionnette de bois pour prendre vie et être libre, se libérer du joug de son créateur. C'est un peu le cas de Cléo ici. Elle prend son destin en main, véritablement. Elle marque une rupture avec tout ce qui sécurisait sa vie et tout ce qui faisait qu'elle était l'instrument de son apparence et de ce qu'on voulait bien qu'elle soit. Elle rompt avec les apparences, la superstition, son image, etc. pour avoir une révélation, donc dans la scène transitoire de la chanson Sans toi, qui provoque un débordement et un éclatement. Ensuite, on a la conscientisation. Donc, elle se rend compte de son état, elle se rend compte qu'elle ne veut plus se regarder, qu'elle veut regarder le monde. Et on a la Renaissance. La Renaissance avec une nouvelle robe noire. La Cléo noire est née et elle commence à découvrir le monde véritablement. Donc là, on voit à quel point aussi Cléo de 5 à 7 est une œuvre très philosophique, comme un peu un conte philosophique d'Agnès Varda.